Donc bonjour, donc je vais, vous présenter donc une petite étude qu'on a fait donc sur la séroprévalence, vis-à-vis de la MHE. Donc si j'arrive à faire défiler, voilà. En fait, cette étude est partie de questions qu'on se posait donc, dans plusieurs GDS, également des questions d'éleveurs. Donc nos questions initiales, c'était, voilà, est-ce qu'il y a une corrélation entre, l'expression clinique, la morbidité dans les troupeaux et la séroprévalence, qui pouvait, exister, notamment en fonction de la zone, géographique? Il y avait quand même beaucoup de questions d'éleveurs, qui se demandaient, en fait, est-ce que j'ai eu enfin, voilà, si j'ai eu un, 2 bovins ou la moitié du troupeau touché, est-ce que l'ensemble de mon troupeau a été, contaminé? Est-ce qu'il est immunisé? Et on se posait aussi la question dans les Pyrénées, où il y a eu un fort impact, clinique et énormément de foyers, et pour les cheptels qui n'avaient pas eu d'animaux, ayant des signes cliniques, est-ce qu'ils avaient aussi été infectés et est-ce qu'ils étaient aussi, donc immunisés, à l'avenir? Donc voilà, donc en fait, donc on a essayé de faire une étude, de petite envergure avec un budget parce qu'on a fait une demande donc, à GDS France et donc on a eu un financement, de GDS France qui nous a permis de lancer, cette étude. Donc on est parti, donc sur de la sérologie, donc qui était quand même, donc c'est des analyses qui sont quand même, moins onéreuses. On est parti également du principe que, en fait, la présence d'anticorps, donc le dosage d'anticorps, ça reflétait le passage de l'infection. Enfin voilà, c'était le la logique qu'il y a eu infection, développement d'anticorps et que donc on pouvait le mesurer avec les kits et aussi, on suppose que, voilà, les anticorps peuvent, protéger contre de futures infections. Et donc vu le budget qu'on avait pour des questions donc pour essayer d'être assez rapide pour lancer l'étude, pour que ce soit le plus facile et le moins cher, en fait, on est parti sur des reprises de sérothèque sur des prélèvements qui ont été faits, pendant la campagne de prophylaxie. Donc là, tout ça, ça a été monté, toute fin 2023, tout début 2024. Donc prophylaxie, 23-24. Donc on a vu avec, des départements, donc en fonction de la zone géographique et après des départements qui étaient, volontaires et qui pouvaient, participer et passer un peu de temps sur cette étude. Donc on est parti sur 3 zones géographiques, donc la zone du piémont pyrénéen, donc on voulait Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège. Une zone qu'on appelait zone de fin de progression, donc à l'époque, donc c'était les derniers départements qui avaient déclaré, leur premier foyer, sur leur département, donc c'était les Deux-Sèvres, la Vendée et la Loire-Atlantique et après on a décidé une zone intermédiaire, donc qui était quand même assez proche, on va dire du Piémont, mais enfin voilà, c'était par rapport au nombre de foyers qui étaient déclarés dans le département. Donc il y avait le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et la Gironde. Donc au final, bon, le département, des Pyrénées-Atlantiques, ils n'ont pas pu, participer à l'étude et la Gironde également, bon pour voilà, pour des raisons de ils avaient pas eu le temps. En fait, on a pu voir et en fait, c'est le département du Tarn qui a remplacé le département de la Gironde. Donc on est parti donc sur, donc des élevages donc foyers et des non foyers. Alors on a essayé de faire en fonction du nombre de foyers qui étaient donc, là-dedans, donc il y a la liste des départements avec les nombres de foyers qui avaient été déclarés à l'époque où on a lancé l'étude. Donc on a essayé de répartir en fonction des départements et donc vous voyez la zone de je vais essayer de mettre mon voilà. La zone de fin de progression, en fait, il y avait très, très peu de foyers. Donc c'était forcément, les,
chercher sur le foyer qui avait été déclaré, où là, il y avait 5 foyers, bon, faire 2 foyers et donc après on cherchait donc les foyers, donc le peu qu'il y en avait dans certains départements et là, les zones où il y en avait beaucoup, c'était essayer de voir, les foyers qui avaient plus ou moins de morbidité et après aller chercher dans les non-foyers, donc c'est, les cheptels, voilà, où, les éleveurs avaient observé aucun signe clinique sur leurs animaux et essayer de, voilà, de voir en fonction de la localisation géographique des non-foyers qui étaient quand même assez proches, donc plus probable d'être contaminés par, par le vecteur parce que proche d'un cheptel qui avait été déclaré foyer. Donc voilà, on est parti. Donc ça, c'est les résultats qu'on attendait quand on a lancé l'étude. Donc on s'attendait à, voilà, vu le nombre, de cas dans le piémont pyrénéen, on s'attendait à une immunisation dans les cheptels, qui est beaucoup plus importante et même dans les cheptels qui n'avaient peu ou voire pas exprimé la clinique et dans les autres départements, on s'attendait à un gradient, de l'immunité, enfin un gradient de la séroprévalence en fonction de la progression de la zone de progression des foyers, enfin de la maladie. Et après, et donc on s'attendait aussi à ce que, lors de la reprise d'activité vectorielle, forcément une séroprévalence faible, ce serait le signe d'une plus forte probabilité d'être impacté, cliniquement. Donc au final, donc cette étude a été faite sur 30 cheptels foyers, 31 non foyers. Donc, un peu moins de 3000 sérums ont été analysés et donc c'était donc des sérums de prophylaxie. Donc c'est des, voilà, des prélèvements qui ont eu lieu entre décembre 2023 et mai 2024. Et en général, sur les cheptels foyers, les prises de sang, enfin les prélèvements avaient été faits entre 1 à 6 mois après la date de déclaration des premiers signes cliniques, enfin la date de déclaration du foyer. Donc ça, c'est la donc là, c'est un récapitulatif, voilà, sur les effectifs, bovins, donc des foyers et des non-foyers. Donc après, on a essayé, voilà, de prélever, donc c'était pas forcément évident, parce que certaines zones géographiques, les troupeaux étaient vraiment, conséquents. Donc voilà, là, c'est juste un récapitulatif, des effectifs et du taux de sondage, sérologique. Plus im Voilà, donc ça, c'est donc voilà les résultats obtenus. Je ne sais pas si on voit bien, ça fait quand même assez petit. Donc en gros, vous avez, en résumé, donc le premier tableau, c'est les résultats obtenus, dans les cheptels foyers et en dessous, les résultats obtenus dans les cheptels non foyers en fonction de la zone géographique. Donc en fait, on voit qu'en fin de zone, donc j'ai surtout, mis en évidence la médiane parce qu'en fait, il y a, une énorme variabilité entre les cheptels et donc la médiane est probablement, voilà, le la mesure la plus intéressante à regarder dans ce cas-là. Donc en fin de zone, la médiane de séroprévalence pour les foyers est de 0, tout comme les non-foyers. Et dans le piémont pyrénéen, donc les foyers, on est presque à 95 de séroprévalence intra-troupeau et pour les non-foyers, on est un peu plus de 80 de séroprévalence. Donc on voit que même et pareil dans la zone intermédiaire, bon les non-foyers sont un peu plus faibles, mais en fait on a quasiment les mêmes médianes de séroprévalence pour les foyers, et les non-foyers. Et là, en fait, c'est un schéma, avec, voilà, qui représente, les résultats, mais, de manière, plus visuelle. Après, je sais pas voilà, je sais pas si Fabien, tu veux revenir, sur les éléments, statistiques ou si on y reviendra à la fin? On reviendra après sur cette partie-là.
Voilà, et donc ça, c'est les conclusions, globales de l'étude. Donc, 3/4 des élevages du piémont pyrénéen ont une séroprévalence apparente qui est supérieure à 73, donc y compris pour les cheptels qui n'ont pas eu d'expression clinique. Dans la zone de fin de progression, en fait, les animaux qui sont sortis positifs, ben, c'est les animaux qui avaient exprimé la clinique, ou alors c'est un bovin sur un cheptel, qui était à proximité. Mais en fait, sinon, enfin, il y avait, aucune, comment dire? Aucune propagation de la maladie dans le troupeau. Et après, c'est les questions qui ont donc, enfin, que soulève cette étude, c'est le lien, voilà, entre, la séroprévalence et la pression vectorielle, et où on disait, voilà, le niveau de charge virale, des vecteurs. Et ensuite, donc la corrélation entre la morbidité et la séroprévalence apparente dans les troupeaux foyers. Donc on voit là, sur le graphique, et après, est-ce que et ça, voilà, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une très forte variabilité entre les troupeaux, même au sein d'une même zone géographique. Donc là encore, les mêmes questions par rapport à l'activité vectorielle, la charge virale des vecteurs, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui modulent l'exposition ou la sensibilité au virus, des bovins? Et sur la fin, je pense que c'est ma dernière, voilà, la dernière diapo. Donc comme on l'a vu, une forte séroprévalence dans les troupeaux du piémont pyrénéen, donc dans les cheptels foyés ou non foyés, qui donc, c'est vrai qu'à aujourd'hui est confirmée par une incidence qui est quand même un peu plus réduite cette année par rapport à l'impact qu'il y a pu y avoir, l'année dernière. Une séroprévalence qui était quand même assez faible, notamment, enfin nous dans notre zone intermédiaire, et encore plus marquée dans la zone de fin de progression, qui aujourd'hui montre qu'on a, voilà, on est quand même beaucoup plus touché cette année, et que voilà, que donc la séroprévalence était bien à l'image de ce qu'on pouvait prédire, on va dire, pour l'année qui allait arriver. Parce que c'est vrai que moi, si je prends l'exemple que de notre département, là, le Tarn-et-Garonne, l'année dernière, on a eu 11 foyers. Et là, cette année, on est à plus de 100 foyers. Donc là, voilà, on avait quand même une séroprévalence qui était assez faible, et qui nous permettait de prévoir que cette année, on aurait quand même beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de foyers. Voilà. Après, Fabien, je ne sais pas si tu veux revenir sur les éléments statistiques que tu as fait. Ouais, enfin, statistique, c'est un grand mot. On a fait des comparaisons pour comparer la séroprévalence intra-troupeau en fonction des zones et en fonction des natures foyer ou non foyer. Bon, et bien évidemment, dans la zone du piémont, les séroprévalences sont significativement supérieures à ce qu'on trouve dans les zones intermédiaires ou de fin de progression. Mais il n'y a pas de différence significative sur notre échantillon, qui est un échantillon réduit, entre les élevages foyers et non foyers de la zone piémont. Voilà. Et dans la zone intermédiaire, c'est pareil. Les séroprévalences sont identiques. Mais quand on regarde la dispersion qu'on a, c'est ça que c'est important, c'est qu'il ne faut pas croire que dans le piémont, tout le monde est positif à 100%. On a une très grande diversité, y compris dans les foyers où il y a des cas cliniques. En fait, on est entre... Alors, beaucoup d'élevages sont dépassent les 90% de séroprévalence, mais on a encore quelques élevages où la séroprévalence elle est de l'ordre de 50% ou moins. Ce qui veut dire que ces élevages-là, en fait, peuvent, et je réponds déjà à une des questions qui était dans le chat, en fait, peuvent avoir eu à nouveau des cas cette année, alors qu'ils en ont eu l'année dernière. À l'heure actuelle, on n'a pas d'informations ou de connaissances sur la durée de protection suite à une infection naturelle, et on entend parler sur le terrain de réémergence.
mais on a très peu d'informations, savoir si c'est les mêmes animaux qui ont eu des cas cliniques, qui ont exprimé des cas cliniques l'année dernière, qui réexpriment cette année. Pour l'instant, on n'a pas de remontée comme ça. Par contre, à l'échelle des troupeaux infectés l'année dernière, on a effectivement encore cette année des nouveaux cas. Mais comme on n'a pas d'idée de la séroprévalence sur l'année 2023 dans ces troupeaux-là, c'est difficile de dire est-ce que c'est une réémergence ou c'est juste parce que les animaux qui expriment cette année des cas cliniques, les animaux qui n'avaient pas séroconvertis l'année dernière. Voilà.